Ils sont arrivés peu avant la tombée de la nuit. 300 hommes, fatigués par des jours de marche et de déplacement sans logique apparente, ont traversé la route principale du village dans un silence presque discipliné. Les moteurs des camions se sont éteints un à un, laissant derrière eux une absence de bruit si brutale qu'elle en devenait oppressante. Le froid s'est alors imposé, mordant les visages, raidissant les doigts, s'infiltrant sous les manteaux mal ajustés. Le village n'était pas préparé à les recevoir. Quelques maisons basses, des murs de pierre ternis par l'humidité, une place centrale à moitié ensevelie sous une neige ancienne, déjà grise. Rien n'indiquait une importance stratégique. Aucun pont majeur, aucun dépôt, aucun carrefour décisif. Pourtant, c'est ici que l'unité avait reçu l'ordre de s'arrêter. Les habitants observaient en silence. Derrière les vitres opaques, des silhouettes immobiles suivaient les mouvements des soldats. Personne ne sortit pour accueillir. Personne ne posa de questions. La guerre avait appris aux civils que certaines présences valaient encore mieux être ignorées. Mais ce soir-là, quelque chose dans l'attitude des soldats troublait même les regards les plus habitués. Ils n'étaient pas en alerte. Les sentinelles furent installées sans empressement excessif. Les armes restaient à portée de main, mais sans tension visible. Aucune tranchée ne fut creusée, aucun périmètre renforcé. Comme si cette halte n'était qu'un simple point de passage. Comme si personne ne prévoyait d'y rester longtemps. À l'intérieur des bâtiments réquisitionnés, l'air était lourd. L'odeur du bois humide se mélangeait à celle du cuir, du métal froid et des vêtements mouillés. Les soldats s'installèrent là où il y avait de l'espace, granges, écoles abandonnées, salles communales. Les planchers craquaient sous le poids des bottes et chaque bruit semblait amplifié par le silence extérieur. Certains mangèrent sans appétit. Le cliquetis des gamelles résonnait faiblement, étouffé par l'épaisseur des murs. D'autres restèrent assis, immobiles, regardant un point fixe sans vraiment le voir. Le froid ralentissait les gestes, mais ce n'était pas la seule chose qui pesait sur les corps. Une fatigue plus profonde, moins visible, semblait circuler parmi eux. Personne ne parlait de combats imminents. Aucun officier n'évoqua une attaque possible. Les ordres donnés furent simples, presque banals. Repos, surveillance minimale, attente. Mais attente de quoi, exactement ? Cette question flottait sans jamais être formulée. À l'extérieur, la nuit tomba rapidement. Le ciel était bas, sans étoiles, comme écrasé par un couvercle invisible. La neige absorbait les sons. Même les pas devenaient feutrés. Le village semblait coupé du reste du monde, isolé dans une poche de silence anormal. Certains habitants affirmèrent plus tard que ce calme n'était pas naturel, qu'il ressemblait davantage à une retenue qu'à une paix véritable. Les soldats se couchèrent progressivement, quelques murmures, des soupirs, le froissement des couvertures. Le bois craquait sous les variations de température. Dehors, le vent s'était arrêté. Aucun animal ne se faisait entendre, pas même les chiens pourtant habitués aux présences militaires. Comme si quelque chose ou quelqu'un avait imposé le silence. Les sentinelles prirent leur poste. Elles marchèrent lentement, leur respiration visible dans l'air glacé. Rien ne bougeait à l'horizon, pas de lumière lointaine, pas de bruit suspect, rien qui justifie l'inquiétude diffuse qui s'installait malgré tout. À mesure que les heures passaient, le village semblait s'enfoncer dans une immobilité totale, une immobilité trop parfaite, comme figée. Et tandis que la majorité dormait, inconsciente, une question demeurait suspendue dans l'obscurité. Comment une nuit aussi calme pouvait-elle précéder une disparition aussi totale ? Car au lever du jour, il ne resterait aucune trace de ces hommes. Mais à cet instant précis, personne ne pouvait encore imaginer que cette nuit, sans tir ni cri, serait la dernière fois qu'ils seraient vus vivants. Et si rien n'annonçait le drame, pourquoi ce silence pesait-il déjà comme une menace ? La nuit avançait sans incident apparent. Les heures s'étiraient lentement, comme si le temps lui-même avait ralenti sa course au-dessus du village. À l'intérieur des bâtiments réquisitionnés, les respirations des soldats formaient un rythme irrégulier, ponctué parfois par un tout-sautement étouffé ou le froissement d'une couverture mal ajustée. Le froid persistait, mais il ne surprenait plus. Il s'était installé, familier, presque accepté. Les sentinelles continuèrent leur ronde. Leurs pas laissaient des traces éphémères dans la neige durcie, aussitôt adoucie par un léger givre. À chaque tour, elles scrutaient les mêmes silhouettes figées, les toits, les arbres nus, la ligne sombre de la forêt à la lisière du village.
Rien ne changeait. Rien ne signalait une présence hostile. Pourtant, aucun d'entre eux ne parvenait à se détendre complètement. Certains rapporteront plus tard une impression difficile à décrire, une sensation de regard, non pas précis, mais diffus, comme si l'obscurité elle-même observait. Ce n'était pas une peur franche, plutôt une tension sourde, persistante, qui ne trouvait pas de cause identifiable. Et lorsque l'esprit cherche une explication et n'en trouve pas, il invente des hypothèses qu'il préfère ensuite ignorer. À l'intérieur, le sommeil était fragile, des rêves courts, hachés, souvent sans image nette. Plusieurs soldats se réveillèrent brusquement, le cœur battant, incapables de dire pourquoi. Aucun bruit ne les avait tirés du repos. Aucun cri, aucun choc, seulement ce sentiment d'être passé trop près de quelque chose d'indéfinissable. Les habitants, eux, ne dormaient pas tous. Derrière certaines fenêtres, une lueur tremblotante persistait. Des yeux guettèrent la place, la route, les granges occupées par les militaires. Ils n'entendaient rien non plus, mais ils percevaient l'anomalie. La guerre leur avait appris à reconnaître les nuits dangereuses, même lorsqu'elles se présentaient sous un masque de calme. Plus tard, plusieurs témoins affirmeront avoir entendu un son, pas un tir, pas une explosion, quelque chose de plus profond, presque étouffé. Un grondement bref, comme un souffle lointain, aussitôt avalé par la neige et le ciel bas. Aucun soldat ne donna l'alerte. Aucun rapport officiel ne mentionnera cet instant. Était-ce réel ou simplement le produit d'une imagination tendue par l'attente ? À mesure que la nuit avançait, les rondes se firent tant plus espacées. La fatigue pesait. Les corps réclamaient le repos. Les consignes, vagues et sans urgence, n'encourageaient pas une vigilance extrême. Le village semblait sûr, trop sûr. Et dans cette certitude apparente, une faille invisible commençait peut-être déjà à s'ouvrir. Le froid devint plus sec. La neige craquait légèrement sous les pas, produisant un bruit que chacun s'efforçait d'ignorer. Les arbres à la lisière du village se découpaient comme des ombres rigides. Aucun mouvement ne s'en détachait, aucun reflet suspect. Pourtant, certains soldats évitaient de regarder trop longtemps dans cette direction. Dans les bâtiments, les armes restaient posées contre les murs. Personne ne dormait en les tenant fermement. Aucun ordre ne l'exigeait. Les officiers eux-mêmes semblaient convaincus que cette halte n'était qu'une parenthèse sans importance. Mais si tel était le cas, pourquoi cette unité avait-elle été déplacée ici sans raison apparente, en pleine nuit, loin de toute ligne de front active ? Vers le milieu de la nuit, quelque chose changea. Rien de spectaculaire, rien que l'on puisse pointer du doigt. Mais le silence, déjà dense, sembla encore s'épaissir, comme si l'air devenait plus lourd, comme si le village retenait son souffle. Ceux qui étaient éveillés ressentirent cette modification sans pouvoir la nommer. Puis progressivement, les rondes cessèrent. Les sentinelles, l'une après l'autre, quittèrent leur poste pour se réchauffer quelques instants, se promettant de reprendre. Aucun incident ne justifiait une alerte immédiate, et dans cet intervalle, si court qu'il paraissait insignifiant, quelque chose eut lieu. Lorsque l'aube approcha, aucun cri n'avait brisé la nuit, aucun combat n'avait été engagé. Tout semblait intact, trop intact, et pourtant, au moment où les premières lueurs du jour commencèrent à éclairer les toits enneigés, une question devenait inévitable. Si rien ne s'était produit, pourquoi cette nuit laissait-elle déjà l'impression d'un vide irréversible ? Car au lever du soleil, ceux qui oseraient sortir découvriraient que l'absence n'était pas seulement un sentiment. Elle était devenue une réalité. Mais comment une disparition pouvait-elle s'accomplir sans laisser le moindre signe perceptible pendant toute une nuit ? Le jour se leva sans éclat. Une lumière pâle glissa lentement sur les toits du village, révélant une neige intacte, à peine marquée par les pas de la veille. Rien ne suggérait un affrontement nocturne, aucun cratère, aucune trace de lutte. Pourtant, quelque chose manquait, et cette absence se faisait sentir avant même d'être comprise. Les premiers habitants sortirent prudemment. Ils avançaient à pas mesurés, comme s'ils craignaient de troubler un ordre fragile. Les bâtiments réquisitionnés étaient toujours là, portes closes ou entr'ouvertes, figés dans l'attente. Mais à l'intérieur, le silence était différent, plus profond, plus définitif. Lorsqu'une porte fut poussée, elle grinça longuement. Le son résonna dans l'espace vide, sans être couvert par aucune voix. Des couvertures étaient encore étendues sur le sol. Des gamelles abandonnées reposaient près des murs. Une odeur froide mêlée de métal et de tissu humide flottait dans l'air. Les soldats n'étaient pas là. Un second bâtiment fut inspecté, puis un troisième. Partout, le même constat. Des armes soigneusement appuyées contre les murs. Des sacs ouverts.
des lettres commencées, jamais terminées. Rien n'indiquait un départ précipité, rien ne laissait penser à une évacuation ordonnée. Pourtant, aucune trace humaine récente n'était visible. La nouvelle se répandit rapidement. Les habitants se regroupèrent sur la place centrale. Leurs murmures étaient hésitants, presque incrédules. 300 hommes ne pouvaient pas simplement disparaître, pas sans bruit, pas sans laisser de traces dans la neige. Et pourtant, le sol semblait vierge. Les premières autorités arrivèrent peu après, des officiers envoyés à la hâte, visiblement mal informés. Ils parcoururent les lieux, notant chaque détail avec une attention croissante. Les registres furent consultés, les ordres vérifiés, rien ne correspondait. Aucune instruction ne mentionnait un redéploiement, aucun rapport n'évoquait un engagement nocturne. Les questions se multipliaient. Où étaient repassés les soldats? Pourquoi leurs équipements étaient-ils restés sur place? Comment 300 hommes avaient-ils pu quitter le village sans laisser la moindre empreinte visible, alors que la neige couvrait encore le sol? Les officiers interrogèrent les sentinelles, du moins ceux qui auraient dû être là, mais aucun nom ne répondait à l'appel. Aucun témoin direct ne pouvait expliquer ce qui s'était produit. Les habitants furent à leur tour questionnés. Ils racontèrent la nuit calme, le silence inhabituel, cette impression diffuse que quelque chose n'allait pas. Rien de plus, rien de concret. Certains commencèrent à parler d'une évacuation secrète. D'autres évoquaient une capture massive. Mais aucune hypothèse ne résistait longtemps à l'examen. Une telle opération aurait laissé des traces, des véhicules, des ordres écrits, des témoins. Rien de tout cela n'existait. Au fil des heures, l'atmosphère changea. La stupeur céda la place à l'inquiétude, puis à la peur. Si 300 soldats avaient pu disparaître sans explication, qu'est-ce qui empêchait que cela se reproduise? Le village, jusque-là simple décor, devenait le centre d'un événement impossible à contenir. Les autorités prirent alors une décision. Les lieux furent placés sous surveillance, les accès restreints. Les habitants priaient de ne pas quitter leur maison. Officiellement, il s'agissait d'une mesure de sécurité. Officieusement, personne ne savait plus à quoi se protéger. La neige commençait à fondre légèrement sous l'effet du soleil. Les traces anciennes apparaissaient lentement, mais aucune nouvelle empreinte ne menait hors du village. Comme si les soldats s'étant évaporés sur place, comme si le sol lui-même avait refusé de conserver leur passage. À mesure que la journée avançait, un sentiment plus sombre s'installait. Ce qui s'était produit ne ressemblait à rien de connu, ni une défaite, ni une victoire, ni une manœuvre stratégique. C'était un vide, un trou dans la logique de la guerre. Et alors que les autorités tentaient encore de comprendre, une autre question, plus inquiétante, commençait à émerger. Si les soldats n'étaient ni partis, ni capturés, ni morts sur place, où pouvaient-ils bien être? Les recherches commencèrent dès la fin de la matinée. Des patrouilles furent formées à la hâte, composées de soldats venus d'unités voisines, accompagnés de quelques habitants contraints de servir de guides. Ils s'éloignèrent du village par petits groupes, inspectant les routes, les champs gelés, les lisières de la forêt. Le froid, moins mordant que la veille, laissait apparaître une neige lourde, humide, marquée par le passage ancien des charrettes et des animaux. Chaque trace était examinée avec minutie, chaque empreinte était comparée, mesurée, discutée. Mais aucune ne correspondait à une marche collective récente. Les chemins menant hors du village semblaient avoir été peu fréquentés pendant la nuit, aucune ornière fraîche, aucun signe de déplacement massif. Plus les heures passaient, plus cette absence de preuves devenait inquiétante. La forêt fut explorée en priorité. Les arbres nus laissaient en passer une lumière diffuse, presque irréelle. Le sol, recouvert de feuilles mortes et de neige fondante, absorbait les sons. Les patrouilles progressaient lentement, leur respiration visible dans l'air froid. Par endroits, la neige était intacte, comme si personne ne s'y était aventuré depuis des jours. Comment 300 hommes auraient-ils pu traverser cet espace sans laisser de traces visibles? Au retour des premières équipes, les rapports commencèrent à se contredire. Certains affirmaient avoir trouvé des indices troublants, une branche brisée trop récemment, une zone où la neige semblait anormalement tassée, une odeur inhabituelle, difficile à identifier. D'autres n'avaient absolument rien observé. Aucun corps, aucun équipement abandonné, aucun signe de lutte. Les autorités consignaient ces informations avec prudence. Trop de détails divergents rendaient toute conclusion prématurée dangereuse. Pourtant, un malaise grandissait. Plus les recherches s'étendaient, plus l'idée d'une explication simple s'éloignait.
Dans le village, l'attente devenait insupportable. Les habitants restaient enfermés, guettant les mouvements à travers les fenêtres. Le silence de la veille semblait avoir laissé une empreinte durable. Même en plein jour, le lieu paraissait étouffé, privé de son rythme habituel. Les enfants ne sortaient pas. Les animaux restaient à l'écart, nerveux. Des interrogatoires plus poussés furent menés. Les sentinelles théoriquement en poste furent recherchées dans les registres. Les noms étaient là, mais les hommes ne l'étaient pas. Aucun corps n'avait été retrouvé. Aucun témoin ne se souvenait les avoir vus quitter leur position. Cette absence ciblée, presque méthodique, troublait davantage que la disparition elle-même. Dans l'après-midi, une information inattendue circula parmi les officiers. Un message radio intercepté dans la nuit par une unité distante faisait état d'un déplacement non identifié dans la région. Aucun horaire précis. Aucun point de départ clair, rien qui permette d'établir un lien direct. Mais cette mention suffit à raviver une hypothèse, celle d'une opération secrète volontairement dissimulée. Cette hypothèse fut rapidement contestée. Une opération de cette ampleur n'aurait pas pu être menée sans coordination visible. Aucun ordre écrit ne confirmait cette version. Et surtout, pourquoi laisser derrière soi armes, effets personnels et documents sensibles? À mesure que le jour déclinait, les recherches ralentirent. La fatigue se lisait sur les visages. Les questions restaient sans réponse. Et une autre inquiétude prenait forme. Si les soldats avaient été capturés, pourquoi aucun signal de combat n'avait-il été détecté? Si une force ennemie avait opéré dans la région, où était-elle maintenant? Le crépuscule approchait, ramenant avec lui une lumière semblable à celle de la veille, les mêmes ombres, le même froid naissant, et avec eux une crainte silencieuse, celle que la nuit, une fois encore, n'apporte pas de réponse, mais seulement de nouvelles incertitudes. Car à mesure que l'obscurité revenait, une question s'imposait avec une urgence grandissante. Si personne n'avait vu les soldats partir, et si personne ne les avait trouvés, qui, alors, avait assisté à leur disparition? La seconde nuit tomba sur le village avec une lourdeur inhabituelle. Les recherches avaient cessé faute de résultats, mais l'immobilité qui suivit n'apporta aucun apaisement. Au contraire, le silence semblait désormais chargé d'attente. Les habitants restaient confinés chez eux, comme si sortir une fois la nuit tombée équivalait à se rendre visible à une force inconnue. Les soldats chargés de la surveillance furent plus nombreux que la veille. Les patrouilles se succédaient sans interruption, leurs pas plus rapides, leurs regards plus méfiants. Cette fois, les ordres étaient clairs. Ne rien laisser au hasard. Pourtant, malgré cette vigilance renforcée, une impression persistait. Celle que le danger, s'il existait, ne se trouvait pas là où l'on cherchait. C'est au cours de cette nuit que les premières rumeurs prirent une forme. Elles ne naquirent pas d'un seul témoignage, mais de fragments, de phrases murmurées, de regards échangés trop longtemps. Certains habitants affirmaient que la disparition n'était pas soudaine, qu'elle avait commencé bien avant l'aube, que des soldats avaient été vus quittant leur poste un à un, sans urgence, comme appelés ailleurs. D'autres parlaient de voix, pas des ordres criés, mais des appels lointains, presque familiers, des sons que seuls quelques-uns auraient perçus et que d'autres niaient catégoriquement. Aucun de ces récits ne pouvait être confirmé, mais leur simple existence révélait une fracture. Les faits ne suffisaient plus à contenir l'angoisse. Les autorités tentèrent d'imposer une version provisoire. Il s'agirait d'un déplacement non signalé, exécuté dans des conditions exceptionnelles. Une erreur administrative, peut-être. Cette explication fut transmise, répétée, inscrite dans les premiers rapports. Mais elle ne convainquait personne. Trop de détails restaient incompatibles avec une manœuvre ordinaire. Dans les couloirs improvisés du commandement, les discussions devenaient plus tendues. Certains officiers réclamaient un élargissement immédiat des recherches. D'autres suggéraient de clore l'affaire rapidement, par crainte de provoquer la panique. Car le village, déjà fragile, commençait à se transformer en foyer d'inquiétude incontrôlable. Des documents furent collectés. Des carnets personnels, des lettres laissées sur place, des notes griffonnées à la hâte. Leur contenu était banal pour la plupart. Des pensées sur le froid, la fatigue, le désir de rentrer. Mais à mesure qu'ils étaient examinés, un détail troublant apparut. Plusieurs écrits évoquaient une attente inexpliquée. Comme si les soldats savaient qu'ils n'allaient pas rester longtemps. Comme s'ils avaient été préparés, sans comprendre pourquoi. Les habitants, de leur côté, commencèrent à se méfier des autorités.
Les questions restaient sans réponse et les versions changeaient subtilement d'un jour à l'autre. Ce qui était présenté comme une hypothèse devenait peu à peu un fait établi. Ce glissement imperceptible mais constant nourrissait un sentiment de dissimulation. La nuit avançait. Aucun incident majeur ne fut signalé, mais ce calme n'apportait aucun soulagement. Il renforçait au contraire l'idée que ce qui s'était produit ne relevait pas d'un événement ponctuel, mais d'un processus. Quelque chose qui avait pris forme lentement, hors de toute observation directe. À l'aube, un nouveau rapport arriva d'une unité stationnée à plusieurs kilomètres. Ils affirmaient avoir relevé, la nuit précédente, une perturbation inhabituelle des communications. Brève, localisée, inexpliquée. Aucun lien officiel ne fut établi avec la disparition. Mais pour ceux qui cherchaient à comprendre, cette information s'ajoutait à une liste déjà trop longue de coïncidences. Et tandis que le village se réveillait pour une nouvelle journée d'attente, une certitude s'imposait progressivement. La vérité, si elle existait, ne serait pas facile à révéler. Peut-être même qu'elle ne devait pas l'être, car à partir de ce moment, une autre question prenait le dessus sur toutes les autres. Et si la disparition des soldats n'était pas seulement un mystère, mais quelque chose que certains cherchaient activement à faire oublier? Les jours suivants furent-ils marqués par une activité administrative intense. Des rapports furent rédigés sans doute corrigés, muséisés puis réécrits. Chaque version semblait chercher un équilibre fragile entre ce qui avait été observé et ce qui pouvait être admis officiellement. Les mots étaient pesés, les formulations soigneusement choisies, comme si le langage lui-même pouvait contenir l'inexplicable. Les premiers documents officiels évoquaient un déplacement non documenté. Cette expression volontairement vague fut reprise dans plusieurs communications internes. Elle permettait d'expliquer l'absence sans reconnaître l'échec. Mais au fil des lectures croisées, des incohérences apparaissaient. Les horaires ne correspondaient pas, les signatures manquaient. Certains ordres semblaient avoir été validés après les faits. Parallèlement, des témoignages furent recueillis de manière plus systématique. Les habitants furent convoqués, parfois à plusieurs reprises. Leurs récits, déjà fragiles, commencèrent à se modifier. Des détails disparaissaient, d'autres apparaissaient soudainement. Était-ce le résultat de la peur, de la pression ou d'une volonté de se conformer à une version attendue? Plusieurs témoins affirmèrent que leurs premières déclarations avaient été rectifiées lors de leur transcription. Des phrases jugées inutiles furent supprimées. Des impressions qualifiées de subjectives ne furent pas retenues. Peu à peu, le récit officiel se détachait de l'expérience vécue. Dans les unités voisines, le malaise se propageait. Les soldats discutaient à voix basse. Certains évoquaient d'autres disparitions similaires, jamais confirmées, jamais vraiment niées. Des rumeurs circulaient, liant des événements éloignés géographiquement mais étrangement semblables dans leur déroulement. Aucune preuve tangible n'étayait ces affirmations, mais leur répétition alimentait l'inquiétude. Un rapport interne, classé provisoirement, mentionnait une anomalie temporelle, une période de plusieurs heures pour laquelle aucune communication claire n'avait été enregistrée. Les systèmes radio semblaient avoir fonctionné, mais sans laisser de traces exploitables. Cette zone grise fut rapidement reléguée au second plan, jugée non pertinente pour l'enquête principale. Les autorités décidèrent alors de restreindre l'accès aux archives liées à l'affaire. Certains documents furent reclassifiés, d'autres simplement retirés de la circulation. Officiellement, il s'agissait d'éviter toute interprétation erronée. Officieusement, cela renforçait l'impression qu'une partie de la vérité devait rester hors de portée. Dans le village, les conséquences se faisaient sentir. Les patrouilles diminuaient, les recherches actives étaient suspendues. La vie quotidienne tentait de reprendre, mais chaque geste était imprégné d'une tension persistante. Les habitants parlaient moins, ils évitaient certains sujets. Le silence, autrefois passif, devenait une forme de protection. Un officier, dont le nom n'apparaîtra jamais dans les rapports publics, exprima des doutes sérieux sur la version officielle. Ces remarques furent consignées dans un document annexe, puis ignorées. Peu après, il fut muté. Aucun lien direct ne fut établi entre ces deux événements. À mesure que les semaines passaient, l'affaire semblait se dissoudre dans la routine de la guerre. D'autres urgences prenaient le dessus. D'autres pertes réclamaient l'attention. Mais pour ceux qui avaient été témoins de cette disparition, l'oubli ne venait pas si facilement. Car derrière les formulations prudentes et les dossiers classés, une question persistait, lourde et obsédante. Si les rapports ne disaient pas tout, que contenaient réellement les pages que personne n'était autorisé à lire? Le temps passa, mais l'événement ne se dissipa pas.
il se transforma. Ce qui avait d'abord été une crise devint un souvenir encombrant, puis un sujet évité. Dans le village, la disparition des soldats cessa progressivement d'être évoquée à voix haute, non pas parce qu'elle avait été comprise, mais parce qu'elle s'était installée comme une présence permanente, trop lourde pour être constamment rappelée. La guerre poursuivait son cours ailleurs. Les lignes bougeaient, les priorités changeaient, et avec elles, l'attention portée à ce lieu isolé diminua. Les unités de surveillance furent redéployées. Les restrictions levées. Officiellement, l'incident était clos. Officieusement, il ne l'avait jamais été. Chez les habitants, les effets se manifestaient de manière plus subtile. Certains évitaient désormais de traverser la place centrale après la tombée de la nuit. D'autres refusaient d'entrer dans les bâtiments où les soldats avaient dormi. Les enfants posaient des questions auxquelles personne ne répondait vraiment. Le silence devenait une règle implicite, transmise sans être formulée. Les rares personnes qui tentaient d'au coin d'évoquer les faits se heurtaient à des réactions ambiguës. Un regard fuyant, un changement de sujet. Parfois même une irritation visible, comme si rappeler la disparition risquait de provoquer son retour. Cette peur diffuse et irrationnelle s'enracinait peu à peu dans le quotidien. Dans les archives, l'affaire existait toujours, mais sous une forme fragmentée. Des dossiers incomplets, des références croisées sans contenu associé, des dates sans description. Pour un observateur extérieur, l'ensemble paraissait banal, presque insignifiant. Mais pour ceux qui prenaient le temps de comparer, les absences étaient trop nombreuses pour être accidentelles. Des années plus tard, certains anciens soldats stationnés dans la région évoqueraient encore, à demi-mot, ce qui s'était produit. Leurs récits étaient imprécis, altérés par le temps, mais tous partageaient un même élément, l'impression que cette nuit-là n'avait pas obéi aux règles habituelles de la guerre, qu'il s'était passé quelque chose d'autre, quelque chose qui ne relevait ni de la stratégie ni du combat. Le village, lui, continuait de vivre. Les saisons se succédaient, la neige revenait chaque hiver, recouvrant les routes, les champs, les toits. Et chaque fois, certains habitants ne pouvaient s'empêcher de scruter le sol, comme s'ils s'attendaient à voir réapparaître des traces anciennes, longtemps effacées. La disparition des soldats avait laissé un vide, mais aussi une forme de discipline silencieuse. On apprenait à ne pas trop regarder en arrière, à accepter que certaines questions n'aient pas de réponse. Cette acceptation, forcée ou consentie, devenait une condition de survie psychologique. Pourtant, malgré cette chape de silence, l'événement continuait d'exister, sous la surface, dans les non-dits, dans les gestes évités, dans la manière dont les conversations s'interrompaient lorsqu'un étranger posait trop de questions. Le mystère n'était pas résolu, il était simplement contenu. Et parfois, tard dans la nuit, lorsque le vent cessait brusquement et que le village retrouvait ce calme trop parfait, certains se souvenaient. Pas des visages, pas des noms, mais de cette sensation précise, presque physique, que quelque chose avait été retiré du monde sans laisser de traces. Alors une pensée revenait, toujours la même, aussi troublante qu'au premier jour. Si la disparition avait pu être réduite au silence, combien d'autres événements semblables avaient-ils connu le même sort, sans jamais être consignés, ni même reconnus? De nombreuses années plus tard, lorsque la guerre n'était plus qu'un ensemble de dates et de photographies jaunies, l'affaire refit surface de manière inattendue. Ce ne fut pas une révélation spectaculaire, ni une annonce officielle, plutôt une série de détails isolés, apparus dans des contextes différents, sans lien apparent au premier regard. Tout commença par une révision d'archives, un travail administratif de routine, mené par des historiens chargés de numériser des documents anciens. Parmi des rapports sans importance, des fiches logistiques et des correspondances secondaires, certains relevèrent des incohérences persistantes. Des numéros d'unités apparaissaient, disparaissaient, puis réapparaissaient sous d'autres formes. Des dates se chevauchaient sans justification claire. Un dossier attira particulièrement l'attention. Il ne portait pas de titre explicite, seulement une référence administrative déjà modifiée à plusieurs reprises. À l'intérieur, peu de documents, mais ceux qui s'y trouvaient posaient un problème. Des ordres partiellement effacés, des annotations manuscrites, ajoutées après coup, et surtout une mention récurrente du village, toujours associée à des termes vagues, jamais expliqués. En parallèle, un témoignage fit surface. Un ancien opérateur radio, aujourd'hui âgé, accepta de parler à condition que son identité reste confidentielle. Il affirmait avoir intercepté cette nuit-là des signaux qu'il n'avait jamais compris sur le moment. Pas des messages codés habituels, quelque chose de plus chaotique, presque organique, difficile à transcrire.
Ces transmissions avaient été rapidement classées comme interférences. À l'époque, il n'avait pas insisté. Personne ne l'y avait encouragé. Aujourd'hui, en recoupant les horaires et les fréquences, il constatait que ces anomalies coïncidaient précisément avec la période de disparition. Une coïncidence peut-être, mais trop précise pour être ignorée. D'autres éléments apparurent progressivement. Une lettre, retrouvée dans un fond privé, évoquait une mission annulée avant d'avoir commencé. Un carnet personnel mentionnait une attente prolongée dans un village dont le nom avait été raturé. Aucune de ces sources ne donnait une explication complète, mais ensemble elles dessinaient une zone d'ombre plus vaste qu'on ne l'avait cru. Les historiens se heurtèrent rapidement à des limites. Certains documents restaient inaccessibles, d'autres semblaient avoir été déplacés. Les demandes d'autorisation restaient sans réponse claire. Comme si, malgré le temps écoulé, une réticence persistait à rouvrir complètement ce dossier. Dans le village, les réactions furent mitigées lorsque ces recherches furent évoquées. Les plus anciens accueillirent ces tentatives avec prudence. Certains refusèrent de parler, d'autres admettaient que le silence n'avait jamais été total, seulement fragmenté. Chacun possédait un morceau, mais aucun n'avait jamais eu l'ensemble. Les nouvelles informations ne répondaient pas aux questions fondamentales, elles en ajoutaient de nouvelles. Si les soldats avaient été déplacés ailleurs, pourquoi n'existait-il aucune trace de leur arrivée? Si une opération avait été annulée, où étaient repassés les hommes déjà engagés? Et surtout, pourquoi tant d'efforts avaient-ils été déployés pour diluer ces éléments dans des archives secondaires? À mesure que les fragments s'accumulaient, une hypothèse plus dérangeante prenait forme. Et si la disparition n'avait pas été un échec à corriger, mais un événement à dissimuler? Non pas parce qu'il révélait une faute stratégique, mais parce qu'il mettait en lumière quelque chose que personne ne voulait nommer. Car plus les documents réapparaissaient, plus une évidence inquiétante se dessinait. Ce qui s'était produit cette nuit-là n'avait jamais cessé d'exister. Il avait simplement été déplacé, fragmenté, enfoui. Et si certaines archives refusaient encore de livrer leur contenu, était-ce parce que la vérité qu'elles contenaient restait, même des décennies plus tard, trop dangereuse pour être pleinement exposée? Lorsque les recherches gagnèrent en visibilité, une réaction officielle devint inévitable. Des institutions furent interrogées, des demandes formelles adressées. Les réponses arrivèrent, mesurées, prudentes, souvent tardives. Elles reconnaissaient l'existence de documents, sans jamais en confirmer le contenu. Ce langage administratif maîtrisé depuis des décennies semblait conçu pour clore la discussion sans y répondre réellement. Des commissions consultatives furent évoquées, des examens internes annoncés, mais aucun calendrier précis ne fut communiqué. L'impression dominante était celle d'un mouvement sans déplacement réel, une activité suffisante pour donner l'apparence de la transparence sans en assumer les conséquences. Certains historiens insistèrent. Ils présentèrent les incohérences relevées, les témoignages tardifs, les fragments d'archives réapparus. Ils ne demandaient pas de conclusion définitive, seulement l'accès aux éléments manquants. La réponse fut constante. Les dossiers sensibles restaient soumis à des restrictions au nom de la sécurité ou de la protection des sources. Dans les médias spécialisés, l'affaire fut brièvement évoquée. Quelques articles prudents évitaient toute affirmation directe. Ils parlaient d'un mystère logistique, d'un épisode mal documenté. Les termes étaient choisis pour suggérer sans affirmer, pour évoquer sans accuser. Cette prudence contribua paradoxalement à maintenir le doute. Du côté des témoins encore en vie, le temps jouait contre la clarté. Les souvenirs s'effaçaient, les détails se mélangeaient. Certains se rétractaient, craignant d'avoir mal interprété ce qu'ils avaient vu ou entendu. D'autres, au contraire, devenaient plus affirmatifs, comme si la certitude avait remplacé la mémoire précise. Cette divergence compliquait toute tentative de reconstitution cohérente. Le village, devenu malgré lui un point de référence, attira quelques chercheurs et curieux. Leur présence resta discrète. Ils marchaient dans les rues, observaient les bâtiments, prenaient des notes. Mais ils trouvaient peu de choses à documenter. Le lieu n'avait rien de spectaculaire. C'était précisément ce qui le rendait troublant. À mesure que les débats s'intensifiaient, une frontière invisible se dessinait. D'un côté, ceux qui cherchèrent des réponses, convaincus qu'un événement majeur avait été volontairement minimisé. De l'autre, ceux pour qui l'absence de preuves définitives suffisait à clore le dossier. Entre les deux, un espace de doute inconfortable mais persistant. Les autorités finirent par reconnaître publiquement qu'une partie des archives liées à l'unité disparue restait incomplète.
Cette admission, présentée comme un acte de transparence, souleva davantage de questions qu'elle n'en résolut. Comment des documents militaires pouvaient-ils disparaître sans laisser de traces administratives? Et pourquoi ces absences semblaient-elles concentrées autour d'un même événement? Les discussions se poursuivirent pendant des années, sans aboutir à une conclusion officielle. L'affaire demeurait classée, mais jamais véritablement expliquée. Elle existait dans cet état intermédiaire, ni totalement reconnue, ni totalement oubliée. Et tandis que les débats s'enlisaient, une interrogation fondamentale prenait le dessus sur toutes les autres. Si la vérité ne pouvait être établie faute de preuves accessibles, fallait-il conclure qu'elle n'existait pas, ou qu'elle était simplement tenue hors de portée? Car à ce stade, le mystère ne résidait plus seulement dans la disparition des soldats, mais dans l'impossibilité même de dire ce qui s'était réellement produit. Avec le recul des décennies, l'affaire des 300 soldats n'appartient plus seulement à l'histoire militaire. Elle est devenue un exemple de ce que la guerre laisse derrière elle lorsqu'elle ne parvient pas à tout expliquer. Un espace vide, difficile à accepter, encore plus difficile à combler. Les faits disponibles sont limités, fragmentés, parfois contradictoires. Et pourtant leur assemblage dessine une silhouette inquiétante, faite davantage d'absence que de certitude. Le village existe toujours. Les bâtiments ont été rénovés, les routes élargies, la place centrale a changé de visage. À première vue, rien ne rappelle ce qui s'y est produit. Les visiteurs passent sans s'arrêter, les cartes ne mentionnent rien. La neige tombe encore l'hiver, recouvrant le sol d'un manteau uniforme, effaçant toute trace comme elle l'avait fait cette nuit-là. Pour ceux qui connaissent l'histoire, cependant, le lieu conserve une autre dimension. Non pas spectaculaire, mais persistante. Une impression diffuse que quelque chose y manque encore. Non pas des preuves matérielles, mais une continuité. Un lien rompu entre un avant et un après qui n'ont jamais été correctement reliés. Les archives restent incomplètes. Certaines pièces ont peut-être été détruites. D'autres demeurent classifiées. D'autres encore existent sans être identifiées comme pertinentes. Le temps a rendu toute reconstitution définitive improbable. Les témoins disparaissent à leur tour. Les souvenirs se figent, puis s'éteignent. Reste alors la question du sens. Que signifie une disparition sans trace, sans combat, sans conclusion officielle? Est-ce un accident bureaucratique amplifié par la peur et le silence? Une opération qui a mal tourné et que l'on a préféré oublier? Ou quelque chose qui échappe aux catégories habituelles de l'analyse historique? Aucune réponse ne s'impose, et c'est précisément cette absence de résolution qui confère à l'événement sa force durable. Il résiste à la simplification. Il refuse de se laisser enfermer dans une version unique. Il demeure à l'écart comme un rappel que même les systèmes les plus organisés peuvent produire des zones d'ombre irréductibles. Pour les historiens, l'affaire reste un dossier ouvert par défaut, non parce qu'elle promet une révélation future, mais parce qu'elle ne peut être fermée sans trahir ce qui la constitue. L'inconnu, l'inachevé, le silence. Pour le village, elle est devenue une mémoire implicite, pas transmise par des récits officiels mais par des gestes, des hésitations, des silences prolongés. Une mémoire sans mots précis, mais dont la présence se fait sentir lorsque la nuit est trop calme, lorsque le vent s'arrête brusquement, lorsque le silence devient trop dense. Et pour ceux qui, encore aujourd'hui, s'interrogent sur cette nuit, une dernière question demeure de plus essentielle que toutes les autres. Non pas où sont passés les soldats, ni qui est responsable, mais ceci. Si un événement de cette ampleur a pu disparaître presque entièrement des récits, sans laisser que des fragments dispersés, combien d'autres histoires similaires reposent encore dans les marges de l'histoire, invisibles, non parce qu'elles n'ont pas eu lieu, mais parce que personne n'a jamais vraiment su comment les raconter? Car parfois, ce qui disparaît le plus complètement n'est pas ce qui a été détruit, mais ce qui a été réduit au silence.